L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Voilà, alors c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire avec le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, beaucoup de sujets à l'ordre du jour de l'actualité économique en Israël et le sujet, bien entendu, dominant qui ne nous a pas échappé, nous en avons parlé dans ce studio il y a quelques jours, c'est le nouveau classement israélien, le nouveau classement d'Israël, on va dire parmi les nations les plus stables au niveau économique, puisque l'État d'Israël a reçu le classement de la société de classement S&P de AA-, ce qu'on appelle AA-, Alors, il faut que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit, parce qu'on comprend, on sait que les grandes puissances ont AAA, 3A, et apparemment Israël a progressé, elle n'est qu'à AA-. Alors, expliquez-nous un peu comment se déroule ce classement et à quel point c'est extrêmement important pour l'État d'Israël. Oui, mais effectivement, il existe plusieurs entreprises de notation internationale et on peut noter des entreprises et on note aussi des États, ce qui permet aux États, lorsqu'ils veulent emprunter sur les marchés financiers internationaux, plus la note est bonne, plus le taux d'intérêt que les États auront besoin de payer est moins important, puisqu'il y a une confiance et la dette sera plus sûre d'être remboursée. Ça veut dire que ça encourage les investissements étrangers dans ce pays. Ça encourage ça encourage les investisseurs de prêter à Israël de façon internationale. De prêter à Israël, de prêter à l'État, puisqu'il est considéré comme solvable. Alors justement, où ça nous classe là par rapport à ce nouveau classement AA-, où est-ce que ça nous classe par rapport à l'ensemble des nations ? En effet, c'est une très bonne question. Et c'est une question que je me suis posée. Est-ce que, parce qu'il y a le G7, on connaît le G7, mais il y a aussi le G20, et on m'a dit que ça nous classait aux alentours des 17, entre les 15 et 20 plus importantes nations au niveau économique, plus stables économiques. Est-ce que ça suffit pour nous faire rentrer dans le G20 ? Alors, effectivement, le S&P, comme vous avez dit, bientôt d'ailleurs, Israël va recevoir... C'est la seule société... Non, justement, il va bientôt y avoir une autre société qui fait une notation, qui doit aussi bientôt et sans doute relever également la note d'Israël, et donc, ce qui serait une bonne chose. Le S&P a dit à Israël, si l'Iran n'avait pas l'intention de vous détruire et que le danger sécuritaire n'existait pas, on vous mettrait même exactement comme vous venez de dire, dans les meilleurs. Mais comme il y a un risque sécuritaire pour Israël, alors nous vous donnons un petit peu. Maintenant, effectivement, ça a comme conséquence, ça a eu conséquence d'abord immédiate à la bourse, que les emprunts d'État qui sont cotés à la bourse, par exemple, qui ces dernières semaines piétinaient, même baissaient, ont tout d'un coup augmenté de façon très forte, et également les actions ont augmenté, parce que les gens se disent surtout que ça va amener les étrangers d'investir dans les emprunts d'État, dans les emprunts généraux et c'est une spéculation, c'est une première chose. Pour le petit consommateur israélien. Ce que je veux quand même dire la chose suivante, et c'est très important, que le résultat de cette notation, qui est très bonne en Israël, il a un pendant. Il a un pendant que il n'y a pas effectivement de déficit comme on connaît en France ou dans les pays européens. Aujourd'hui, en Italie, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous parlez de la balance des paiements. Je parle des déficits budgétaires, des déficits des comptes de l'État, de la sécurité sociale et d'autres choses. En Israël, étant donné que depuis plusieurs années, surtout depuis que Netanyahou a été ministre des Finances et après Premier ministre, la politique qui est menée est une politique sociale dure, de droite. Et elle a une conséquence, effectivement, de donner des bons chiffres, mais pendant à ça, et c'est ça que j'ai dit, les conséquences sont aussi un problème social. Je ne sais pas si vous en avez parlé, il y a eu hier une grève. L'approfondissement du fossé entre les plus riches et chez les moins riches. Et aussi, par exemple, je donne l'exemple que vous avez vu hier avec les infirmières dans les hôpitaux. Si elles ont fait grève, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, elles se font attaquer. Donc, il faut voir qu'il y a un pendant à ça, et c'est un problème pour les gens. Il ne faut pas non plus tuer le malade, il faut trouver un balance entre les deux choses. Il ne faut pas oublier non plus cette chose derrière les bons résultats économiques.
Alors, concrètement, pour le petit consommateur israélien, les consommateurs israéliens moyens, cela va se répercuter d'une manière ou d'une autre ? Parce que j'ai entendu le ministre des Finances tout de suite d'abord tirer à lui, à la couverture à lui, en affirmant que c'était aussi le résultat de sa politique. Bon, mais enfin, il tire à lui, tout ce qui est fait en matière de finances est automatiquement signé Moshe Kahlon. C'est de bonne guerre, on va dire, mais concrètement... Alors, c'est de la com. Comme je vous dis, c'est concrètement, ça peut avoir une influence sur le fait que Israël ou les entreprises israéliennes peuvent avoir plus de possibilités surtout l'État, mais aussi si la bourse monte, d'être plus attirées pour les investisseurs étrangers. Ça, on le verra par la suite. Mais pas pour le petit consommateur israélien moyen, le petit contribuable. Pas directement. Ça dirait pas directement. Alors, un second titre important, et alors vous allez m'expliquer un peu, vous me parlez de la caisse de retraite Miftachim qui a refusé d'accorder, on va dire, la caisse de retraite à l'une des personnes qui est décédée, et finalement ses héritiers ont réussi à récupérer une somme conséquente de cette caisse de retraite. De quoi s'agit-il ? Expliquez-nous, parce que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs. Bien sûr. Comme on en a parlé souvent, il y a le premier système de retraite en Israël, c'est lorsque on travaille. Oui. Je parle pas des coupons de gamelle, je parle pensia. En tant que retraite normale, une partie de notre salaire et par l'employeur et par l'employé, on prépare pour que lorsqu'on va partir à la retraite, on ait de quoi vivre. Cette personne-là, qui s'appelle Esther, est partie à la retraite vers 65 ans, un peu plus tard, et elle savait qu'elle avait la maladie, malheureusement, du cancer. Elle vivait seule, elle avait 2 enfants. Et elle a dit, normalement, effectivement, c'est très important de savoir que lorsque quelqu'un a cotisé pour une retraite lors de son travail, et qu'elle n'a pas de conjoint, alors normalement les enfants n'héritent pas. Mais là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit elle a choisi de recevoir moins par mois parce qu'elle savait qu'elle n'arriverait pas jusqu'à une espérance de vie normale de 80 ans. Et elle a prévenu ses enfants. Elle a dit, moi, je fais quelque chose de spécial qui fait que je vais recevoir moins d'argent. Mais vous, sachez qu'il y a une somme qui va être de plusieurs centaines de milliers de shekels que vous allez recevoir lors de ma mort. Donc, il le savait. Et en plus, il y a des avantages fiscaux dedans. Vous ne payerez pas les impôts comme ça devrait être. Et donc, les enfants, après la mort de leur mère, est allé à Menorah Miftachim. La première épouse de Menorah Miftachim, celle qui est morte s'appelle Esther. Elle a dit, il n'y a pas d'Esther chez nous. Ils ont dit, c'est quoi, il n'y a pas d'Esther chez nous? Quelqu'un qui a... Et ma mère nous a dit qu'elle avait cotisé, etc. Alors, ils ont commencé à dire, après, ils ont retrouvé effectivement les papiers qu'elle avait cotisé, mais elle a dit, mais vous êtes les enfants, donc vous n'avez pas le droit de recevoir. Ils ont dit non, mais on sait qu'elle avait fait quelque chose de spécial pour justement on ait besoin de recevoir. Alors, ils ont commencé à discuter. Procès, non, pas de besoin. Sans procès. Sans procès, ils ont discuté. Aux frères, ils ont dit, ah, c'est vrai, vous avez raison. Et à la sœur, ils ont continué à dire que non. Et finalement, ils ont reçu l'argent et ils ont même pas eu besoin de payer les impôts. C'est important de savoir d'abord qu'il faut discuter et savoir ses droits et ne pas, c'est très important et ne pas écouter. Oui. Alors, on va parler d'un sujet qui est presque récurrent et qui est connu, en tout cas de nos auditeurs à Tel Aviv. C'est l'aéroport de Sde Dov à Tel Aviv, dans le nord de Tel Aviv. Alors, tout celui qui a au moins une fois été à Eilat et qui est parti de Tel Aviv l'a emprunté, cet aéroport. Et ça fait plusieurs années que l'on parle de sa fermeture. Et là, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est développé ? Est-ce qu'il y a un développement qui permet de dire que l'aéroport de Sde Dov va être fermé totalement ? Oui, il y a eu la semaine dernière une réunion gouvernementale qui a décidé finalement de faire, en juin 2019, de fermer l'aéroport de Ben Dov. Et le maire de la Eilat a parlé dans les journaux que ça, c'est pour les gens qui habitent Eilat. Je ne parle pas du côté touristique des hôtels, je parle des gens qui habitent Eilat. Pour eux, le fait qu'il y ait Dov, qu'il y ait l'aéroport de Ben Dov, de Sde Dov, est très important. Ça leur permet d'étudier là-bas, à Tel Aviv et de revenir le jour même, d'avoir s'ils ont besoin de problèmes de santé, des choses comme ça. Et il a dit que si on ferme ça, c'est pour 60 000 personnes un grand problème. Mais ce qu'il a dit, et ça que je voulais parler aussi, qui est scandaleux, il a dit que lorsque
ces dernières années, il allait parler au ministère des Finances de ce problème-là pour développer l'acte. Chaque fois, on lui rappelait ce problème en disant « tu cèdes sur des offres et alors nous, on te donne ce que tu veux ». Et c'est pas des choses qui sont normales et c'est un problème pour les gens de Eilat et pour maintenant il y a dans les députés des fois des volontés de vouloir retarder la fermeture de l'aéroport, mais là il y a une décision du gouvernement qui a été prise et c'est important pour les gens de le savoir. Oui. Eh bien, il y avait encore un sujet que vous vouliez aborder. Oui, je voulais d'abord très rapidement deux sujets qui peuvent avoir énormément d'importance. D'abord, la Banque d'Israël vient de permettre aux banques d'acheter jusqu'à 20% de leurs actions au public. Oui. En 1983, je ne sais pas si vous étiez grand à l'époque, la bourse et Israël a failli à cause de ça. Il y a eu énormément de choses. Ah, oui. Et il y a maintenant des recours à la justice contre ça. Mais ça veut dire, et d'ailleurs, les actions bancaires, on a parlé la semaine dernière sur la Banque Leumi, quand je vous ai parlé, c'était 45% qu'elle avait augmenté en un an. Là, maintenant, c'est 50%. Okay. Ça continue, donc, ça, c'est une chose très importante. Et ça, et les secteurs bancaires, pour ceux qui sont un peu investissement, a de l'avenir en Israël, surtout si cette chose à faire, ça va permettre aux gens d'avoir une stabilité. Deux derniers points, il y avait surtout, comme c'était après la fin du semestre, les Coupot Gemel et les Kranot Ishtamut, ça veut dire les caisses de retraite de formation, ont publié leurs chiffres de rentabilité. Et il se trouve que comme les entoiles d'hier ont pâli. Et il y a eu des changements. Par exemple, Yaline Lapidot, ces dernières années, était celui qu'on disait qu'il était très bien dans cette chose-là. Et là, maintenant, il est rétrogradé. Oui, et là, quelque chose de très important. Un peu pointu, parce que je ne suis pas sûr que nos auditeurs... Il faut savoir une chose, justement, il faut savoir quelque chose. Beaucoup de gens vont se demander, c'est que les Coupot Gemel ou les Kernish Tamot qui vont décider sur quoi aller. Et je vous dis une chose, ne regardez pas obligatoirement ce qui s'est passé chaque mois. Celui-là est le premier, demain deuxième, etc. Le plus important, quand je vous dis l'histoire de Menorah, c'est le service. C'est de savoir que vous avez en face de vous un bon service. Ça, c'est très important. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur ces sujets d'actualité en matière économique, en particulier donc sur ce classement, cette notation de l'économie israélienne A-. Vous nous avez dit que donc c'était pas mal du tout, c'est-à-dire ça classait d'une certaine manière, si l'on devait faire abstraction du contexte sécuritaire en Israël, eh bien, cela classerait Israël parmi les puissances économiques au monde et c'est tout à fait honorable et assez impressionnant même pour l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.